soit G un groupe non nécessairement fini, E un C espace vectoriel de dimension finie, une représentation de G d'espace E est un homomorphisme, alors bon, homomorphisme, de groupe θ de G dans GL de E, donc c'est un morphisme de groupe, point barre, c'est-à-dire θ hein, à petit g dans grand G, on lui associe finalement un élément, un automorphisme de E qu'on va appeler θ de petit g. Bon, tout est en dimension finie, bien sûr. Quelques exemples. Soit θ une représentation d'un groupe G d'espace E, un déterminé θ de EG, bon bah θ de EG, comme θ est un morphisme, θ de EG, c'est tout simplement l'identité de E. Voilà. Et déterminer θ de G-1 en fonction de θ de G, bah évidemment, comme c'est un morphisme, c'est θ de G-1. Alors, bon, là, c'est vrai que c'est facile, c'est gentil. Il n'y aurait pas eu homomorphisme, ça aurait été mieux quand même. Parce que homomorphisme, on se dit, tiens, peut-être c'est plus difficile si c'est un homomorphisme quand on ne sait pas ce que c'est, quand ça n'a pas été défini et que c'est un nom qu'on n'a jamais entendu dans une scolarité. Soit E un C espace vectoriel et F un automorphisme de E. Montrez que l'application suivante est une représentation du groupe Z plus d'espace E. Alors, on l'appelle θ1, ok, ça va de Z, donc c'est un groupe pour l'addition évidemment. Ça va dans GL2E, donc il est bien de dire que c'est bien défini, c'est-à-dire que F, comme il est dans GL2E, parce que c'est un automorphisme, F puissance K est dans GL2E. Et ben il faut vérifier quoi? Ben, il faut vérifier que θ1 de K plus L, c'est θ1 de K rond θ1 de L, c'est-à-dire, parce qu'on est dans GL2E, hein, donc c'est la loi rond, évidemment le groupe, peut-être ça aurait été bien de préciser, je ne sais pas, peut-être que c'était précisé avant. En tout cas, c'est un groupe pour la loi rond, évidemment. Bah oui, ça c'est vrai. F puissance K plus L, c'est FK rond FL. Et puis F puissance moins K, ben, c'est F puissance K puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de F puissance K. Soit E un C espace vectoriel, N un entier naturel supérieur ou égal à 2, et F un endomorphisme de E tel que Fn égale I de E, montrez que l'application suivante est une représentation du groupe Z sur NZ d'espace E. Alors, je pense qu'il est bien de commencer toujours pour montrer que c'est bien défini. Là, il faut montrer que c'est bien défini à droite et à gauche, hein, toujours le bien défini. Alors, on va de Z dans GL de E. On n'avait pas dit que F était un automorphisme cette fois-ci, donc il faut le montrer. Donc comme c'est un endomorphisme qui vérifie ça, évidemment son déterminant est différent de 0, hein, puisque à la puissance n ça fait 1, et donc F est bien dans GL2. Donc déjà on peut appliquer le θ1 ici, puis remarquer qu'il y a passage au quotient, donc ça le mot passage au quotient est important, et remarquez que NZ est dans le noyau, bien sûr, du morphisme θ1 qu'on aura construit avec F. Évidemment, puisque F puissance n, ben, ça va vers l'identité, donc n est dans le noyau, et comme un noyau, ben, forcément c'est un sous-groupe de Z, on va avoir NZ qui va être dedans. Donc on peut passer au quotient, et donc c'est bien défini, autant à gauche qu'à droite. À droite, donc, c'était parce que F est dans GL2E, à gauche, parce qu'on a cet argument de passage au quotient. Alors après, on aurait pu, sans parler de passage au quotient, le faire en montrant que ça ne dépend pas, vous voyez qu'on a enlevé la barre, donc ça ne dépend pas du choix du représentant de K-bar. Pour lambda dans C, soit f lambda l'endomorphisme de C2, défini comme ceci, oui, montrer que l'application suivante est une représentation. Lambda, alors on va de C pour l'addition, évidemment, hein, c'est dit, dans GL de C2, d'accord, voilà.
lambda donne f lambda. Alors peut-être d'abord montrer que c'est bien dans GL de C2, c'est-à-dire que ça c'est bien bijectif, c'est linéaire, d'accord. En fait, on aurait pu donner, bon, je sais, bon, c'est un choix du concepteur, hein, on aurait pu donner aussi f lambda par sa matrice dans la base canonique. Dans ce cas-là, on aurait eu en colonne 1, 0, lambda 1. Alors il faut dire que c'est linéaire. 1, 0, lambda 1, ben, son déterminant c'est 1, donc c'est bien dans GL. Donc on est dans une situation où on va bien dans GL, et ensuite on vérifie que si j'appelle par exemple m lambda la matrice 1, 0, lambda 1, ben, m lambda fois m mu est égal à m lambda plus mu. Bon, c'est une petite opération sur les matrices qui est très facile à voir. Pareil, si on inverse 1, 0, lambda 1, ben, on va avoir 1, 0, moins lambda 1. Donc ce qui veut dire que f lambda puissance moins 1, c'est f indice moins lambda. Et voilà, on a montré qu'on avait un morphisme de groupe bon, qui est bien défini. Soit sigma dans S3, donc là c'est le groupe de permutation de 3 éléments, on considère l'endomorphisme de C3 défini par bien, G sigma, donc c'est sigma donne G sigma, et ici on a ceci. Alors là, les gens ont été un petit peu surpris de voir arriver un sigma moins 1 ici au lieu d'un sigma. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on a ce sigma moins 1 un peu plus tard. Alors je pense que ce sigma moins 1 a dû en embrouiller un certain nombre. Personnellement, j'aurais envie de regarder la matrice dans la base canonique de G sigma. Donc la matrice dans la base canonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux regarder soit EI, donc I de 1 à 3, hein, ici, le IM vecteur de la base canonique. Donc qu'est-ce que c'est que l'image de EI? Alors imaginons par exemple hein, que sigma de 1, ce soit 2. Eh bien, ça veut dire que sigma moins 1 de 2, c'est 1. Donc ici, on va avoir le 1 ici, et là 0, 0. Voilà. Ce qui veut dire, en gros, que le J, là où il y aura le 1, et le reste ce sera des 0, bah, c'est un J tel que sigma moins 1 de J est égal à I. Voilà, quelque chose qu'on peut affirmer. Et donc, ça veut dire que G sigma de EI, c'est E indice sigma de I, puisque J est égal à sigma de I. Voilà, donc là, ce qu'on a vu, c'est un petit aperçu de ce qu'on appelle la dualité, parce qu'on est passé de la matrice sur l'espace à son action sur les coordonnées. Ou plutôt, on a fait la machine arrière par rapport à ça. Ok, on verra ça plus tard. Donc, il faut montrer que l'application est une représentation. Alors, on a ce qu'on appelle les matrices de permutation. Hein. Que fait G sigma? G sigma permute une base par sigma. D'accord? Elle va transformer EI en E indice sigma de I. Voilà. Ce qui fait que comme ça permute une base, ça change une base en une base, donc on est bien dans GL de C3. Et en plus, bien, il est évident que si on applique sigma rond taux, alors EI va être envoyé d'abord par taux sur E taux I, puis par sigma sur E sigma rond taux de I. Donc on a bien la propriété de morphisme. Alors vous noterez que je n'ai pas vérifié l'inverse. En fait, quand on a un groupe fini, bah, par l'ordre d'un élément, en fait, il suffit pour un groupe fini de montrer, pour avoir un morphisme,
qu'on a la propriété multiplicative. La propriété, l'inverse, en fait, si vous prenez sigma d'ordre k, eh bien, ça veut dire, parce qu'il a forcément un ordre dans un groupe fini, sigma moins 1, c'est sigma k moins 1, puissance k moins 1. Donc, inverser, c'est multiplier. Donc, il suffit de montrer pour la multiplication. Bon, c'est pas grave si on le fait aussi pour l'inversion, mais en tout cas, c'est pas grave qu'on ait oublié ça non plus. Bon, alors je vais profiter de ce problème pour revenir sur la dualité, qui est quelque chose de souvent mal compris, qui piège les gens, et là, je pense que pas mal de gens ont dû se retrouver un peu piégés par ce problème de dualité. Il y a une dualité entre E et E étoile, donc comme espace vectoriel, c'est-à-dire entre un espace de vecteurs et les formes sur ce vecteur. Parmi ces formes, il y a les formes coordonnées, juste le fait de prendre une coordonnée. Et regardez, si U est un endomorphisme de Cn, A, la matrice de U dans la base canonique, la ième coordonnée de U de x, d'accord? Vous prenez U de x, donc x c'est un vecteur, hein, et U de x son image dans Cn, et vous prenez sa ième coordonnée, c'est EI étoile de U de x. Ça c'est la définition de EI étoile. C'est une forme linéaire. Eh bien, c'est par définition aussi U transposé de EI étoile de X. On sait que U transposé sur une forme, c'est la forme rond U. Voilà, et c'est bien défini. Et en fait, la matrice ici de U transposé dans la base duale, eh bien, c'est la transposée de la matrice. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, que la matrice de la transposée, c'est la transposée de la matrice. Pas difficile à se rappeler. Et en fait, quand on prend la transposée d'une matrice P sigma, une matrice de permutation, bon, alors j'ai pris pour P sigma la matrice de G sigma, dans la base canonique, eh bien, on tombe sur la matrice inverse, c'est-à-dire P sigma moins 1. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que P sigma est une matrice orthogonale, puisque P sigma fois P sigma transposé est égal à identité. Voilà. Donc on comprend pourquoi quand on regarde sur les coordonnées, eh bien on a un moins 1 qui apparaît. Je vais vous donner un autre exemple. Et l'exemple, il n'est pas loin, il est là, il n'y a qu'à prendre là. Vous prenez, je vous avais dit que la matrice dans la base canonique de f lambda, c'est 1, 0 en colonne. Lambda 1, voilà. Maintenant, si on regarde au niveau des coordonnées, E1 étoile, quand on va faire E1 étoile rond f lambda, donc finalement f lambda transposé de E1 étoile, donc E1 étoile, eh bien ça va aller, c'est E1 étoile plus lambda E2 étoile, la deuxième coordonnée. Donc vous voyez que quand on met ça en colonne, bon après je vais faire pareil pour E2 étoile, l'image de E2 étoile, c'est E2 étoile. Donc ici, vous avez en colonne, eh bien 1, lambda, 0, 1. On a bien la transposée. Voilà. C'est quelque chose à savoir. Voilà. Maintenant, on continue. Soit E un C espace vectoriel de dimension finie, bon, une représentation, on dit que F est un sous-espace invariant, bon, normalement, on dit stable, c'est pas grave, de θ si pour tout G de grand G, c'est stable, voilà. Petit a, 11 petit a montré que si F est un sous-espace invariant de θ, alors pour tout G de grand G, θG induit une bijection de F dans F. Bon, donc plus qu'une bijection, un automorphisme carrément, mais il faut montrer que c'est bijectif. Eh bien oui, pourquoi c'est une bijection? Parce que comme θ de G est un automorphisme, il est injectif, donc son noyau est trivial. Le noyau de l'induit, eh bien, c'est finalement le noyau de θ de G inter F,
Ça, c'est un résultat général qu'on peut dire, donc c'est encore trivial. Et comme c'est injectif et que c'est un endomorphisme de F, hein, c'est injectif puisque le noyau est trivial, eh bien ça va être une bijection. Petit b, montrer que si F est un sous-espace invariant de θ, alors l'application suivante est une représentation. Bah, déjà, d'après le petit a, c'est bien défini. Voilà, ça c'est déjà ça. Et il suffit d'énoncer que θ de G rond G' restreint à F ou induit sur F, c'est θ de G induit sur F rond θ de G' induit sur F, car F est stable par les θ de G et θ de G'. Déterminer les sous-espaces invariants de la représentation θ3 du groupe C. Indication, on pourra considérer les espaces propres de l'endomorphisme θ3 de 1. Donc on va voir θ3. Donc ici, on se rend compte que déjà E1 est stable. Donc si y égale 0, on voit bien que E1 est stable, quel que soit lambda, f lambda de E1 est égal à E1. Donc la droite engendrée par E1 va être stable par f lambda pour tout lambda. Donc c'est vraiment ce qu'ils appellent un sous-espace invariant. Et ensuite, c'est le seul, parce qu'il fallait déterminer les sous-espaces invariants. Bon alors, évidemment, il y a 0, en dimension 0, il y a 0, en dimension 2, il y a l'espace tout entier, et en dimension 1, il y a la droite engendrée par E1, et c'est la seule, parce que si je veux que la droite engendrée par xy soit stable par f lambda, eh bien il faut que xy et x plus lambda y soient collinéaires. Donc quand je fais le déterminant, je tombe sur moins lambda y2. Donc soit y égale 0, et dans ce cas-là je tombe bien sur la droite E1, soit je dis que lambda égale 0, mais ça ne suffit pas pour en faire un truc stable, c'est stable que pour lambda égale 0, il faut que ce soit stable pour tout lambda. Donc finalement, on conclut, il y a l'espace nul, l'espace total C2, et la droite engendrée par E1. Voilà, voilà. Bon, je n'ai pas considéré les espaces propres de l'endomorphisme θ3 de 1. Effectivement, ça pouvait aider de voir que θ3 de 1 n'a qu'une seule droite propre. On considère la représentation θ4 maintenant. Alors, donc ça, c'est la représentation θ4 de S3. Donc, je vous fais remarquer qu'elle échangeait, elle permutait les coordonnées. Donc, évidemment, si je regarde l'espace des x, y, z de C3 tel que x plus y plus z égale 0, f est un sous-espace invariant de θ4. Oui, puisque on peut permuter, quand on permute les coordonnées, la somme par commutativité ou ce que vous voulez, la somme reste nulle. Et donc l'image d'un élément de f est un élément de f. Bien, déterminer une base de f et déterminer les matrices dans cette base pour tout sigma. Bon, ça veut dire qu'il faut donner 6 matrices. Quand vous prenez... alors, donc ça veut dire que les correcteurs, ils vont avoir du mal, parce qu'il y en a des bases, quoi. Il y en a beaucoup, et puis il va falloir vérifier que c'est les bonnes matrices. Bon, généralement, je pense que tout le monde aura pris... Bon, il y a peut-être 3 bases différentes, 3-4 bases différentes. Faut faire un petit peu attention. Allez, 6 au maximum. En tout cas, voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai pris comme base du sous-espace d'équation x plus y plus z égale 0. La base f1, f2, c'est 1, moins 1, 0, et 0, 1, moins 1. Évidemment, c'est un plan. Et ça, c'est dedans, c'est libre. Bon, tout va bien. La matrice dans la base f, donc ici, de E, évidemment, c'est l'identité. Donc c'est ça. Je prends la transposition 1, 2. Donc elle va transformer... Alors ce qu'il y a de bien, c'est que 1, 2, c'est égal à son inverse. Donc on ne se pose pas de problème.
ça va envoyer 1, moins 1, 0 sur moins 1, 1, 0. Et 0, 1, moins 1, donc F2, sur 1, 0, moins 1. Alors lui, c'est l'opposé de lui, et lui, ben, c'est F1 plus F2. Ce qui veut dire que le premier vecteur va aller vers moins 1, 0, et le deuxième vecteur, ben, c'est la somme des deux, donc c'est 1, 1. Ok. De la même manière, ben, pour θ4 de 2, 3, bah, c'est pareil, mais bon, on voit bien que comme on a choisi les choses, il va y avoir une certaine symétrie. On va avoir 1, 1 ici et 0, moins 1 ici. C'est-à-dire c'est F2 qui va être transformé en son opposé, et l'autre qui va être transformé en la somme des deux. 1, 2, 3. Alors, on peut le faire comme on veut, mais puisqu'on a vu que c'était une représentation, ben on sait que 1, 2, 3, le 3 cycle, c'est 1, 2, rond, 2, 3. Bon, si on ne sait pas, bon, on peut faire autrement, hein. On revient à la définition. Et donc, il suffit de faire, puisque c'est une représentation, d'en s'en servir, hein, on prend l'image de 1, 2 fois l'image de 2, 3, et j'ai trouvé ça. Donc, vous remarquerez au passage que ici on a un élément d'ordre 2, c'est logique que les valeurs propres soient 1, moins 1. Ici, on a un élément d'ordre 3, et il est logique que le polynôme caractéristique, ici, ce soit x2 plus x plus 1, puisque c'est un élément dont les valeurs propres sur C sont d'ordre 3, c'est J et J2. Bon, pareil pour l'autre, il y a cette symétrie, parce qu'on a choisi quand même une base plus ou moins agréable. Et c'est facile de voir que si je prends la transposition 1, 3, là, qu'est-ce que je fais en prenant un 3? Je vais échanger 0 et 1. Donc ici, je vais avoir F1 qui va être envoyé vers moins F2 et F2 vers moins F1. Donc on a ça. Voilà. Maintenant, il faut déterminer un sous-espace F' invariant de θ supplémentaire de F dans E. Donc il faut trouver une droite. Eh bien, oui, il va y avoir une droite. Ça peut paraître logique que c'est la droite engendrée par 1, 1, 1. Effectivement, 1, 1, 1, quand on permute les coordonnées, puisque finalement c'est de la permutation de coordonnées, eh bien c'est envoyé sur 1, 1, 1, quel que soit sigma. Oui. Alors on peut le voir comme ça. Alors il y a un truc amusant, mais bon, il ne fallait pas le voir. On a vu tout à l'heure que les matrices de permutation, c'était des matrices orthogonales. Donc c'est logique que, si vous voulez, on le sait, quand on a une matrice orthogonale, si elle laisse fixe, si elle laisse invariant un sous-espace, elle laisse aussi invariant son orthogonale. Donc on peut penser, donc comme c'est vrai quel que soit sigma, ben, ça veut dire que quel que soit sigma, P sigma ou G sigma est un endomorphisme orthogonal, et donc laisse stable, comme ça laisse stable f, ça va laisser stable f orthogonal. Ce qui veut dire qu'il suffit de prendre f', l'orthogonale de f pour la forme canonique de C3. Alors la forme, évidemment, hermitienne, Ah oui, j'ai pas dit hermitien. Bon, en tout cas, ça aurait marché aussi sur R avec l'orthogonale. Bon, bref, on pense à 1, 1, 1 pour plein de raisons. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui.